Installez-vous. Vous allez avoir normalement des verres d'eau. Installez-vous où vous voulez, vraiment. Voilà. Cette deuxième table ronde, la guerre génocidaire, les faits, l'impunité et le silence. Alors, les faits sont assez simples. On en a déjà parlé dans la première table ronde, évidemment. Pourquoi la question d'un processus génocidaire relevé par la Cour internationale de justice dès 2024 se pose en droit. Nous allons poser cette question, notamment avec vous, Alexis, et vous, Insaf. L'impunité des responsables israéliens, des militaires israéliens, la question de la complicité de nos gouvernements, aussi de notre gouvernement, mais aussi la question du droit international. On rappelle qu'en novembre 2024, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt à la fois contre des dirigeants du Hamas, depuis tous tués par Israël, mais aussi contre Benyamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Et je crois qu'il y a quelques jours encore, l'avion de Benyamin Netanyahou a survolé l'espace français, donc avec l'autorisation des autorités françaises, et ce n'est pas la première fois, évidemment. Le silence aussi, puisqu'il s'agit de la mise en doute de la parole des Palestiniens, les journalistes palestiniens massacrés, qui, à en croire certains éditorialistes, n'en seraient pas vraiment des journalistes, les vies palestiniennes qui, selon les mêmes ou d'autres, ne vaudraient pas autant que les vies israéliennes ou occidentales en général, la déshumanisation des Palestiniens et la répression des voix palestiniennes ou des soutiens de la cause palestinienne, des soutiens qui se mobilisent ici en France, en Europe et dans les pays arabes. Une mobilisation qui se fait d'ailleurs dans tous ces espaces aussi contre les gouvernements, et de ça on va parler aussi bien évidemment. Donc avec nos invités que je vous présente tout de suite, Naji El-Khatib, vous êtes là, merci d'être là, ancien professeur à l'université de Naplouse. Vous êtes palestinien, né au Liban, comme vous le dites, vous auriez dû naître à Gaza, mais il se trouve qu'un bateau transportant votre famille en a décidé autrement. Vous avez participé très récemment, il y a un mois, avec votre fils à la marche sur Gaza, organisée dans la foulée de la flottille contre le blocus de Gaza. Flottille arraisonnée par Israël dans les eaux internationales où se trouvait notamment l'eurodéputée LFI Rima Hassan. Elle ne pouvait pas être là ce soir finalement à cause d'une session plénière au Parlement européen, mais vous l'entendrez, elle s'adressera à vous et à nous dans une vidéo enregistrée. Autre élu, Cyrielle Châtelain, bonsoir. Présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Vous allez nous parler notamment de la façon dont sont reçues vos différentes initiatives, vous et d'autres groupes politiques de gauche à l'Assemblée nationale, pour la reconnaissance d'un État de Palestine, pour la fin de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Il y avait une résolution il y a quelques jours qui a été rejetée par l'Alliance des voix de la droite et du Rassemblement national. Alexis Dessoif, vous avez le soleil dans le visage, pardon. Avocat et vice-président de la Fédération internationale des droits humains, des droits de l'homme, on dit toujours des droits de l'homme ? On dit des droits humains, voilà. FIDH, qui a parlé dès décembre 2023 d'un génocide à Gaza, qui, avec d'autres organisations, a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du pôle crime contre l'humanité du tribunal de Paris, à l'encontre de 2 tireurs d'élite franco-israéliens ayant participé aux opérations militaires israéliennes à Gaza. Vous documentez aussi, vous allez en parler, la criminalisation en Europe des voix pro-palestiniennes, avec, je crois, un rapport qui est en cours d'élaboration. Et à ma droite, Nadav Lapid, bonjour. Vous êtes israélien, réalisateur de cinéma, réalisateur de films comme Synonyme, Ours d'or à Berlin en 2019, du Genou d'Aed, prix du jury à Cannes en 2021. Votre dernier film, il s'appelle Yes, oui. Il a été présenté à la quinzaine des cinéastes à Cannes il y a quelques semaines. Il sort en France le 17 septembre. Alors j'ai eu le plaisir de le voir, c'est un film absolument foisonnant, tourbillonnant, qui nous plonge dans le, vous en parlerez mieux vous-même, dans le chaos, dans la brutalité, dans le vertige infini d'une vengeance exterminatrice qui a saisi la société israélienne depuis le 7 octobre 2023. Et je crois que vous allez présenter le film dans quelques jours, si je ne me trompe pas, en Israël. Je ne sais pas, peut-être vous nous en parlerez.
Insaf Rezaghi, bonsoir. Vous êtes docteur en droit international. Votre thèse, soutenue très récemment, portait sur le recours au multilatéralisme comme stratégie de reconnaissance d'un État de Palestine. Vous êtes donc spécialiste de droit international et membre du comité de rédaction de l'excellent site yani.fr avec Thomas Vescovi, Ziad Majed, Véronique Bontemps, beaucoup d'autres. Et vous avez récemment publié avec Thomas un article qui dit pas mal de notre conversation de ce soir dans les médias, la Palestine sans les Palestiniens. Alors, moi, je voudrais commencer tout simplement par une question pour toutes et tous, puisque nous avons parlé déjà des massacres, de la vie quotidienne des Gazaouis, du déni du droit international et humanitaire. Nous voyons aussi cette alliance entre Trump et Netanyahou, ce monde extrêmement compliqué, cet ordre international de brutalité où le droit international n'est plus reconnu, puisqu'on a, c'est aussi le thème de cette soirée dont parlait Karine tout à l'heure, on a ce sentiment d'une impuissance. Où et comment, vous, les unes et les autres, voyez-vous le sentiment d'une action possible, d'une mobilisation possible? Où ça se situe? Naji, peut-être par vous, parce que vous avez participé il y a un mois à la marche sur Gaza depuis le Caire, avec votre fils d'ailleurs, je crois, et pour vous, c'était une évidence, fallait y être. Il n'y a pas de question, il n'y a pas... Bien devant la bouche. Ouais. Ok, très bien. De toute façon, hein, c'était une décision presque naturelle. Hein. Il n'y a rien à discuter. Spécialement, comme j'ai expliqué dans le papier que j'ai publié à mon blog sur Mediapart, que j'ai essayé déjà d'aller à Gaza, car j'étais censé effectivement naître à Gaza, comme tous les Yafaouis, les gens de Jaffa, qui sont pris effectivement à la mer. Il se trouve que le bateau de pêche qui a pris ma famille a été perdu en pleine mer. Au lieu de s'orienter vers le sud, il s'est allé vers le nord. Ça veut dire qu'il a pris effectivement la direction à l'opposé. Donc, je suis gazaoui sans être né à Gaza, car je suis censé naître à Gaza. Et quand effectivement il y a ce mouvement pour aller faire la marche vers Gaza, l'adhésion à ce projet a été presque naturelle. Et qu'est-ce que j'étais surpris, quand mon fils aussi est né, qui n'a jamais vu Gaza, jamais vu tout court la Palestine, mais il vit toujours avec la mémoire vivante qui nous entoure, qui fait partie effectivement de notre quotidien. Son adhésion au projet a été presque automatique. Il a dit « tu vas, je vais y aller aussi ». Donc voilà, devant l'inaction des gouvernements, disons devant la complicité active ou des fois indirecte et génocide, il y a une nécessité de faire quelque chose. On ne peut pas rester tout simplement inactif. Et du coup, la participation à la marche a été un acte citoyen, civique, pour répondre à l'inaction de tous les gouvernements du globe. Voilà. Alexis, vous êtes à côté, mais Insaf aussi, je vous vois, tout le monde là acquiesce. Vous, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, je veux absolument très vite parler de la mobilisation, justement, la mobilisation des sociétés civiles et du droit, puisque ce sont vos deux instruments. Mais vous avez dit c'est très important de parler de ça à un moment où on a l'impression que les horizons se ferment, justement. Effectivement, bonsoir à toutes et à tous. J'étais aussi en Égypte pour la marche, la Global March to Gaza. Malheureusement, la police égyptienne a fait le sale boulot des autorités israéliennes pour empêcher absolument cette marche citoyenne d'arriver à Rafah, au poste frontière. On a été bloqué au canal de Suez, à Ismaïlia. Et pour parler de ces initiatives citoyennes d'abord, je pense que ces réactions, cette Global March to Gaza, la flottille, la caravane Soumoud aussi qui est partie du Maghreb et qui a été bloquée à la frontière libyenne, toutes ces initiatives citoyennes sont en fait la réponse des citoyennes et des citoyens à l'inaction de nos États. Les rassemblements aussi, les manifestations, ligne rouge à Bruxelles, 110 000 personnes à La Haye, dans les rues de Londres. Alors on sait que, et vous évoquiez ce travail que fait la FIDH sur la criminalisation du soutien au peuple palestinien, c'est difficile d'organiser des grands rassemblements à Paris ou à Berlin quand on voit à Berlin comment la police arrête des citoyens qui veulent juste crier « Free Gaza, Stop Genocide ». Ils se font embarquer, menotter
parce qu'il y a cette criminalisation de ce soutien qu'on n'a jamais vu pour d'autres soutiens à d'autres conflits dans le monde ou d'autres rassemblements. Et c'est vraiment un message très fort vers les politiques qui ont les moyens d'agir, j'imagine qu'on en parlera, des sanctions, on a évoqué dans la présentation, la présidente de Mediapart a évoqué, c'est l'accord d'association, tout ça c'est la réponse politique possible, qui tarde à venir face à l'urgence humanitaire, et là les citoyens qui prennent le relais, qui disent plus en notre nom. Et alors le deuxième volet, évidemment, c'est la réponse du droit. On aura l'occasion d'en parler, c'est les actions en justice, c'est utiliser le droit. Je suis avocat à la FIDH, la FIDH, c'est 188 organisations de défense des droits humains dans le monde, dont 2 à Gaza, le Palestinian Center for Human Rights et Al-Mezan, dont Al-Haq à Ramallah. Avec nos organisations membres, nous collectons des éléments de preuve pour nourrir ces plaintes, pour pouvoir agir en justice grâce au travail qu'ils font dans des conditions très difficiles sur le terrain, parce qu'il faut une réponse par le droit. C'est une priorité à la FIDH, c'est la lutte contre l'impunité. Insaf Rezagui, la question du droit, pareil, vous le dites, oui, nous avons l'outil du droit, et en même temps, l'outil du droit se trouve chaque jour un peu plus contesté par les grands dirigeants de ce monde, en réalité, et par, évidemment, en premier lieu, Benyamin Netanyahou lui-même. Quelles sont les armes qu'on a de ce point de vue-là ? C'est intéressant de parler du droit comme une arme. Moi, je n'ai pas envie d'être pessimiste ce soir, mais je pense que Gaza a accéléré l'effondrement du droit international et de l'ordre international tel qu'il a été bâti au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, précisément pour éviter que des atrocités qu'on avait connues par le passé se reproduisent. Et cet ordre international-là, bâti par des puissances qui étaient déjà des empires coloniaux, la France, le Royaume-Uni et autres, a permis à l'ordre colonial israélien de se créer, de se maintenir, et aujourd'hui d'atteindre son sommet, son objectif final, c'est-à-dire la tentative d'effacement des Palestiniens et de la Palestine. Et Gaza aujourd'hui, au-delà du génocide colonial qui est en cours, il révèle cet effondrement d'un ordre international westphalien qui a atteint ses limites. En revanche, ce qui est intéressant en termes de mobilisation, c'est que face à lui, il y a un nouvel ordre international qui tente de se construire. Et il est porté par les Palestiniens qui documentent, témoignent, racontent ce qu'ils vivent en direct, mais il est aussi porté par les États du Sud. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, quand elle entame une procédure accompagnée et rejointe par énormément d'États des pays du Sud, elle dit quelque chose. Elle dit « Nous, on rejette cet ordre international qui a été créé contre nous, qui n'a jamais pris en compte un principe fondamental qui est le principe de l'autodétermination des peuples, et bien ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser ces mécanismes, soit pour porter des revendications, soit on va tenter de les changer. Et c'est ce que font les États du Sud, et notamment les pays décolonisés dans les années 60, qui viennent placer la question de l'autodétermination au cœur de l'agenda international. Et aujourd'hui, on est vraiment à un moment charnière parce que ces deux ordres sont en train de s'affronter. On verra lequel va l'emporter. J'espère que c'est celui qui fait primer le droit des peuples. Mais effectivement, Gaza révèle aussi tout ça et révèle cet effondrement d'un droit international qui a toujours été interétatique et qui a été fait par ces grandes puissances impériales. Cyrielle Châtelain, il se fait chaque jour dans différents partis de gauche, en écho à cette mobilisation, des propositions. À l'Assemblée nationale, elles ne passent pas la rampe. Et c'est à l'écho d'un débat public plus largement, où y compris médiatiquement, ce que vous portez les unes et les autres n'est soit pas entendu, soit contesté. Comment vous voyez votre capacité à faire avancer ces sujets ? On a parlé de l'accord d'association, on a parlé, rentrons déjà là-dedans, puisqu'on en reparlera après, des sanctions, de différents moyens politiques, la reconnaissance de l'État de Palestine. Est-ce que vous avez l'impression de faire face à un mur ? Et comment craquer le mur ? Alors oui, très clairement, on est face à un mur. C'est vrai que nous, aujourd'hui, notre rôle, la mobilisation, elle vient d'une mobilisation populaire. Et donc notre rôle, c'est d'être les caisses d'écho de cette mobilisation populaire dans un Parlement où, en fait, si la gauche n'est pas présente, sur Gaza, c'est le silence.
Sur la Palestine, c'est le silence. Et ça a été dit précédemment, je crois que c'est Iyad Al-Astal qui l'a dit, on est dans une guerre de narratifs. Et donc quand, mercredi 2 juillet, on a 2 résolutions, l'une portée par Sabrina Sebaï, députée du groupe écologiste et social, l'autre portée par Clémence Guettet, députée de la France insoumise, qui sont présentées, on a la machine du narratif qui se met en place. C'est-à-dire, premièrement, on légitime Israël. On nous dit, vous ne pouvez pas faire ça contre la seule démocratie. Donc dans un monde séparé entre le bien et le mal, on met Israël du côté du bien. La deuxième chose, c'est la désinformation. On a, et vous pourrez reprendre les comptes rendus, moi je l'ai fait avant de venir, Julien Audoul dit, il n'y a pas de génocide. Rassemblement national. Rassemblement national. On a un autre député du Rassemblement national qui dit, le mot de génocide, c'est une outrance. Et voilà. Et il faut imaginer qu'à la fin, on a un vote commun du Rassemblement national et du bloc gouvernemental. Donc ça veut dire finalement un certain acquiescement à ces propos. Et enfin, c'est la calomnie et la déshumanisation, c'est-à-dire que on associe les Palestiniens, les Gazaouis à des terroristes, comme si finalement c'est pas une guerre génocidaire qui a lieu, mais c'est une guerre contre un acte terroriste, et on retrouve cet axe du bien et du mal. Donc effectivement, on a un mur qui est extrêmement fort. Il commence à se fissurer un peu. Notamment, et c'est pour ça que je voulais vous remercier, grâce au travail qui est fait par les journalistes. Vous avez parlé des journalistes qui sont là-bas. Moi, j'ai été très touchée par le texte de Nour Elassi sur les femmes enceintes. Enfin, je trouve que c'est des textes qu'on porte avec nous. Ça se fissure quand même, mais par petites touches au sein du bloc central, parce que ce guerre du narratif, il est très fort. Nadav, vous, évidemment, ce que vous avez à disposition, c'est le cinéma. Votre film, il est foisonnant. C'est l'histoire d'un Israélien, musicien de jazz, qui va être amené, dans la période récente, donc contemporaine, à composer le nouvel hymne du pays, et qui finalement se consume intérieurement en même temps que son pays. Alors cinématographiquement, peut-être que c'est pas... Voilà, mais on peut parler de cinéma aussi avec vous, Nadav. C'est un vertige de références très divers à plein de genres du cinéma. Il y a plein de clins d'œil. Il y a ces scènes où la caméra en Israël tourbillonne à 360 degrés de façon totalement erratique. On imagine à l'image de la façon dont ce pays tourne en ce moment et fonctionne. C'est un film parfois documentaire parce que vous filmez les frappes sur Gaza qu'on voit depuis Israël. C'est aussi par moments une farce grotesque, vulgaire autour du patriotisme israélien. Et vous avez dit, en présentant le film au cinéma Le Luxor, quand j'étais là ce soir-là, aujourd'hui, de toute façon, le 7 octobre, c'est la seule chose qui existe en Israël, un pays emporté par une vengeance apocalyptique et biblique. Mais vous avez dit aussi, pour beaucoup d'Israéliens, ce qui se passe de l'autre côté, ça n'existe pas, mais quand on essaye d'effacer à tout prix, eh bien, ça finit toujours par exister quand on se regarde dans le miroir. Ce film d'un pays qui est un pays pris de vertige, c'est ça que vous racontez. Et oui, bonsoir à tout le monde. Je cherche encore ma place de comprendre comment. Et pour moi, je pense que mon film porte aussi sur ça, mais évidemment, on n'est pas obligé de parler du film. Mais pour moi, je pense que ce qui caractérise beaucoup... moi, je connais la société israélienne. Je suis israélien. Et ce qui caractérise beaucoup cette société, c'est l'aveuglement. Et je pense que ça devenait une sorte de maladie profonde. Et que l'âme collective israélienne a été atteinte par cet aveuglement. Et ça précédait le 7 octobre, puisque comme, je ne sais pas qui a dit ici, mais l'histoire n'a pas commencé avec le 7 octobre. Ça précédait le 7 octobre. Et je pense que malheureusement, cet aveuglement a été soutenu et encouragé par beaucoup de pays, par beaucoup de gouvernements, y compris la France. Et je pense que, quand je dis malheureusement, je pense que malheureusement, évidemment, pour les Palestiniens, mais malheureusement aussi pour les Israéliens. Parce que je crois que
des problèmes qui sont refoulés. Comme une scène de notre vie privée, on a tendance de s'aggraver, de s'aggraver, de s'aggraver. Et de mon point de vue, en tant qu'Israélien, mon père habite à Tel Aviv, et moi je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, et je pense que ça aurait été que eux qui se voient, par exemple en France, comme les amis d'Israël, eux qui Israël, les Israéliens, la société israélienne est proche à leur cœur, il fallait qu'ils posent un miroir à la taille du monde entier contre le visage de cette société-là pour que les Israéliens se perçoivent de ce qu'ils sont en train de devenir. Et je crois que quand je vois des hommes politiques en France, ou que ce soit, je sais pas, communauté juive, pas communauté juive, qui, au lieu de réfléchir à Israël et son État, avec tous les moyens que ça exige, sanctions, et au lieu de mettre la pression sur Israël et soutiennent la folie et la violence qui a contaminé ces pays, je pense qu'ils font le pire service, évidemment, et pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens. Et je pense qu'il y aura un moyen d'essayer, peut-être un jour, aujourd'hui ça paraît complètement imaginaire, mais peut-être un jour de trouver des points de rencontre entre ces deux peuples qui finalement seront obligés de se rencontrer et pas que de la manière qu'ils se rencontrent à ce moment-là. Je pense que le seul moyen d'arriver à ça, c'est par une forme de lucidité. Et pour atteindre une lucidité, il faut remuer avec toute la force possible l'aveuglement en Israël. Je voulais juste dire, je ne suis pas du tout ni un expert, ni un demi-expert à ce qui se passe. Et de l'autre côté, je ne sais pas, je me permets de parler de la manière la plus sincère possible sur ma société, avec beaucoup de tristesse, parce que c'est mon pays. Et je crois qu'il faut adapter cette sincérité et cette lucidité par rapport, et sans faire de parallèles, par rapport aux deux côtés. Je pense que l'autocritique, c'est la clé pour essayer d'atteindre quelque chose, un destin qui sera mieux de ces carnages terribles qui se passent en ce moment. Merci Nadav. Tant qu'on est là avec nous ce soir, je voudrais saluer Yanis Mamdi qui est là devant, voilà, qui était avec nous, qui est journaliste à Blas, qui a documenté la flottille et qui a été arrêté en Israël. Yanis, je ne sais pas si tu souhaites dire un mot. C'est pas, voilà, ok, plus tard. Très bien. Si tu souhaites pour conclure, tu me diras, mais c'est pas obligé. Et merci d'être là. Je voudrais alors je sais pas, est-ce que par rapport à ce qu'a dit Nadav, est-ce que Insaf, est-ce que vous avez envie de réagir, de prolonger un petit peu, ou vous, Naji, je vous ai vu réagir? Le problème majeur de la société israélienne, cette dérive fascissante, réellement. Le dernier sondage montre que 85% des interrogés, ils sont absolument avec le génocide. Donc, quelle lucidité on peut avoir avec une société pareille? Une question effectivement à poser. Insaf, rapidement. Oui, ouais. Je vois. Allez-y, on peut. Oui, je pense que c'est exactement ce qui a été dit, et je pense que cette fascisation,
Elle n'est pas seulement du côté des colons dans le territoire de 67 Palestiniens aujourd'hui, elle est générale dans toute la Palestine historique de 48. Aujourd'hui, il y a une fascisation. Je vous donne un exemple. L'été dernier, j'étais en Palestine, sur la route entre Hébron et Bethléem. Et en face, donc c'est une route qui est empruntée par les Palestiniens et les colons, donc en plus de la peur qu'ont les Palestiniens d'être arrêtés, tabassés, etc., en gros, sur un des murs, sur un poste militaire, il y avait écrit « Destroy Gaza ». Donc, il y a une volonté dans la société israélienne de voir les Palestiniens disparaître, où qu'ils soient, hein, à Gaza, en Cisjordanie ou sur le territoire de la Palestine de 48. Alors, sur ce point, très brièvement, j'étais en Israël et en Palestine en janvier. Avec la FIDH, on a été voir nos organisations membres des deux côtés. Alors, en Palestine, ce qui frappait en Cisjordanie, notamment à Masafer Yatta, pour ceux qui ont vu le film No Other Land et Basel Adra qu'on a rencontré là-bas, c'est cette violence extrême des colons appuyés par l'armée qui veulent chasser les Palestiniens de leur village pour prendre leurs terres. C'est la colonisation débridée, et c'était quelques jours avant la prestation de serment de Trump, et donc les colons ne se sentaient plus, pour le dire comme ça. Ils savaient que toutes les sanctions allaient être levées. Et par ailleurs, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on a passé 4 jours en Israël où on a pris les transports en commun pour aller à Haïfa et à Tel Aviv, et de voir cette société sous le poids de la guerre. Alors effectivement, avec peu de voix dissonantes, peu de voix critiques, mais les voix critiques qu'on a rencontrées, des Israéliens qui courageusement prennent la parole pour dire ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide, des universitaires qui se font ostraciser dans leur université, sans parler effectivement du spectacle d'aller voir les bombardements à Gaza à distance et d'applaudir comme si on assistait à un feu d'artifice. Mais cette dualité et ce poids de la guerre, ce poids de la volonté et cette aspiration de voir tous les otages revenir pèse effectivement sur la société israélienne, mais, et ça m'a interpellé très fort, ne provoque pas ce déclic de dire mais pourquoi est-ce que nous cautionnons l'action de ce gouvernement d'extrême droite qui fait cette fuite en avant et poursuit ce génocide à Gaza, parce que je n'aime pas utiliser le mot guerre, ce n'est pas une guerre, c'est une agression militaire, c'est un génocide. Justement, puisque vous m'offrez une transition parfaite, les juristes, là, Alexis, vous pouvez reprendre peut-être la parole rapidement, et puis ensuite Insaf. Évidemment, cette très tôt, hein, en fait, en réalité, le terme de génocide a surgi. Je crois que vous, à la FIDH, c'est décembre 2023. Plus tard, d'autres ONG comme Human Rights Watch, comme Amnesty International, et puis d'autres organisations. Évidemment, dans les sociétés occidentales, son surgissement de ce mot a posé beaucoup de questions, y compris, bien sûr, et fondamentalement en référence au génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi, en droit, Alexis Dessoif, dès 2023, avant même donc la Cour internationale de justice et en amont d'autres organisations, vous qualifiez finalement cette notion de génocide plausible, comme dirait la Cour internationale de justice, qu'elle a dit en janvier 2024. Et aujourd'hui, quelle est la réalité aujourd'hui par rapport à ça ? Il suffit d'aller voir dans le statut de Rome, mais dans nos législations nationales aussi, la définition du mot génocide, du crime de génocide, qui est le crime le plus grave, avec le crime contre l'humanité, le crime de guerre, et donc tous les actes qui tendent à détruire totalement ou partiellement un groupe national par exemple, des meurtres ou imposer des conditions de vie qui détruisent un groupe de population. Alors, on a été très fortement critiqués en décembre 2023. Comment osez-vous parler d'un génocide, en plus par le peuple qui a subi l'Holocauste? On a été traités d'antisémites. Et j'ai envie de dire, malheureusement, les semaines qui ont suivi nous ont très rapidement donné raison. Il y a l'arrêt de la Cour internationale de justice qui parle d'un risque plausible de génocide et qui impose des mesures provisoires que Israël doit respecter pour éviter qu'un génocide ait lieu. Aucune de ces mesures n'a été respectée. Et d'autres, après, ont aussi, même en Israël, dit que c'était un génocide. C'est important d'utiliser les bons mots pour qualifier les crimes qui sont commis actuellement. Ce mot semble tabou pour beaucoup. Alors, ceux qui critiquent disent qu'il y a 2 millions
2,2 habitants à Gaza et il n'y a que, selon les chiffres et les statistiques, 60 000, 100 000 morts. Donc ce n'est pas un génocide. C'est oublier qu'en droit et dans la jurisprudence, le nombre ne compte pas. Srebrenica, 8 000 morts, c'est un génocide. Et donc ils oublient que la loi dit totalement ou partiellement. Deuxièmement, il y en a qui disent « Oui, mais il n'y a pas de juridiction internationale qui s'est prononcée sur la qualification de génocide. Et tant qu'il n'y a pas de juridiction qui s'est prononcée, c'est tabou, vous ne pouvez pas utiliser le mot génocide. Si à la fin de la conférence, je vole votre micro et que je bouscule le garde de sécurité à l'entrée, vous n'allez pas attendre que je sois condamné par le tribunal correctionnel pour dire De Soif a commis un vol avec violence. On peut qualifier... » Et ça, vous dites, c'est la responsabilité des États de nommer aussi. Pardon ? C'est aussi de la responsabilité des États de nommer. Et Tout à fait, Emmanuel Macron, par exemple, a dit que c'était la responsabilité des historiens de nommer. Il y a d'autres génocides où il n'y a jamais eu de condamnation et il y a un consensus pour dire que c'est un génocide. Et donc, c'est une fausse excuse de dire « attendons ce que la Cour pénale internationale dira », parce qu'ils vont le dire que dans quelques années, alors que les éléments constitutifs des génocides sont malheureusement bien tous réunis dans ce qui se passe à Gaza actuellement. Insaf. Insaf, je pense que la question qui était posée, c'est aussi la question évidemment de l'intentionnalité. Et on parlait d'un mouvement d'évolution dans l'opinion. Peut-être ce qui a évolué aussi, c'est que il y a eu là, il y avait déjà eu dès le début des déclarations qui allaient dans ce sens-là de la part, dès le début finalement, dès après le 7 octobre. Mais il y a eu des déclarations et des actes très clairs autour de la question du nettoyage ethnique ces derniers mois qui ont probablement aussi accompagné ce mouvement d'évolution des opinions publiques occidentales. J'ai envie de dire en plus, donc sur l'intention génocidaire, dans l'histoire, enfin depuis que la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide a été adoptée par les États en 1948, on n'a jamais eu dans l'histoire une intention génocidaire aussi assumée et généralisée dans toute la hiérarchie militaire et politique israélienne. On a, l'Afrique du Sud l'a fait, d'autres ONG comme Amnesty l'ont fait. On a plus de 150 déclarations qui prouvent cette intention génocidaire. Dès le 7 octobre, Yoav Gallant, il parle d'animaux humains pour qualifier les Palestiniens. Il y a l'idée de Israël Katz qui dit il faut faire une dévastation totale, on va leur briser la colonne vertébrale, c'est toute une nation qui est responsable. Ça, c'est des déclarations au plus haut niveau de l'État israélien. La seule différence, je dirais, avec peut-être d'autres génocides, c'est que là, on est en présence d'un génocide colonial. Et c'est la première fois que la Cour internationale de justice va être amenée à se prononcer sur cette question. C'est-à-dire que si ce génocide, il a été, entre guillemets, aussi facile pour Israël à commencer et à aller aussi loin, c'est parce que, avant ça, avant le 7 octobre, il y a aussi une occupation et une colonisation et un contrôle absolu, aujourd'hui, de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain. Israël contrôle l'intégralité de la Palestine. Et donc, c'est ce contrôle-là qui a permis, dès le 7 octobre, de mettre sur pied un plan génocidaire assumé, acté par les dirigeants politiques. Et pour en revenir aux États, il ne faut pas attendre qu'une juridiction internationale dise qu'il y a un génocide pour que ça enclenche des obligations juridiques. Peut-être juste pour finir là-dessus, à partir du moment où la CIJ dit, le 26 janvier 2024, il y a un risque plausible de génocide, ça enclenche un régime juridique, c'est-à-dire que tous les États ont l'obligation de prévenir, d'empêcher et de sanctionner le génocide. Et franchement, c'est très simple en termes de sanctions. Vous prenez ce qu'on a fait sur la Russie, vous le calquez sur Israël, vous suspendez l'accord d'association, vous mettez un embargo sur les armes, vous cessez de transférer les armes, vous mettez des sanctions économiques, financières, diplomatiques. Vous demandez au Conseil de sécurité d'adopter une résolution contraignante, parce que jusqu'à présent, sur les 350 résolutions qui ont été adoptées par le Conseil de sécurité depuis 1947, aucune ne contient une seule sanction contre Israël. Vous calquez tout ça, vous mettez en place tout ça, mais dès le lendemain, Israël est obligé de cesser sa guerre, parce que les munitions, elles viennent d'où ? 30% des armes aujourd'hui vendues à Israël, elles viennent de l'Allemagne. Donc aujourd'hui, l'Union européenne, quand elle dit qu'elle n'a aucun pouvoir face aux États-Unis, si, elle a du pouvoir. Et pareil, vous stoppez l'accord d'association, vous cessez de collaborer avec les universités israéliennes, vous cessez de normaliser aussi avec Israël, et demain, Israël ne sera plus en mesure d'occuper, de coloniser et de génocider un peuple. Cyrielle Châtelain, puisqu'on
Cyrielle Châtelain, voilà, enfin là, un certain nombre INSAF a déjà dit un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, pour que la France puisse finalement, au regard de l'histoire, peut-être se regarder dans le miroir. On parlait du miroir tout à l'heure, même si c'est pas la question peut-être fondamentale. La question fondamentale, c'est celle du sort des Gazaouis. Mais quand même, aujourd'hui, qu'est-ce que vous portez, vous, qui doit être fait là de façon très urgente ? Le premier acte qui peut être fait immédiatement, c'est la reconnaissance de l'État de Palestine. Pourquoi ? Parce que cette reconnaissance, elle a déjà été votée. Aujourd'hui, on a le Sénat et l'Assemblée nationale qui, en 2013, ont voté la reconnaissance de l'État palestinien. Donc si Macron décide aujourd'hui de reconnaître l'État palestinien, il peut. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement immédiat, qui, certes, est symbolique, mais qui renforce le poids aujourd'hui du combat palestinien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, peut-être l'importance du mot. Parce qu'effectivement, quand Emmanuel Macron il dit « c'est pas moi qui vais dire que c'est un génocide, c'est les historiens », il repousse la responsabilité et il donne en fait à ses soutiens une capacité d'inaction. Quand on a le débat sur le fait d'arrêter l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui effectivement ferait aujourd'hui, c'est l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial d'Israël, c'est 1/3 des échanges. Donc c'est vraiment un pilier économique pour Israël. Donc si demain on disait stop, ça a un impact colossal. Et bien pourquoi donc dans cette résolution, il y avait effectivement les sanctions et il y avait la question de la suspension de l'accord. Pourquoi est-ce qu'on nous dit on ne va pas suspendre l'accord ? On nous dit il y a un article qui dit qu'effectivement Israël doit respecter les droits humains. Mais on nous dit, mais en fait, il faut qu'ils nous donnent des gages qu'ils vont les respecter. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore, en ne mettant pas les mots, on laisse la possibilité à des parlementaires de dire on n'a pas encore de preuves que cet accord d'association n'est pas respecté. Et peut-être encore deux mots, parce qu'il y a une histoire importante sur cet accord d'association. On fait comme si aujourd'hui, en France, cette coopération, elle était historique. Mais en fait, pendant longtemps, la France a refusé de faire une coopération avec Israël, justement parce que c'était un État colonisateur. Et quand il y a eu cet accord d'association, l'objectif de cet accord, c'était justement parce qu'il y avait eu des accords entre les Palestiniens et entre les Israéliens, de pouvoir garantir qu'il y avait un respect des droits humains. Donc en plus, en ne suspendant pas cet accord, on contrevient à l'esprit même de la raison pour laquelle il a été créé. Et enfin, je veux finir juste sur la question de la fascisation, c'est que ce qui se passe en Israël fait écho à ce qui se passe en France. On a encore les images de Jordan Bardella, qui va en Israël, qui est accueilli presque comme un haut dignitaire, qui va au mémorial de la Shoah. Eh bien, il ne faut jamais se rappeler que s'il y a des hommes politiques, notamment au Rassemblement national, qui défendent aussi fort Israël, c'est qu'ils sont en train de laver leur propre histoire. C'est parce qu'ils sont en train de faire oublier qu'ils ont été fondés par des collaborateurs et par des néo-nazis. Et ça, c'est vraiment cette instrumentalisation politique-là qui est finalement absolument écœurante parce qu'elle se fait sur le dos et au prix de la vie des Palestiniens. Cette discussion, elle me fait penser à un passage de votre film, Nadav Lapid, qui est à la fois la reprise d'une vidéo qui a vraiment existé, que vous refilmez, que vous remettez en scène aussi. C'est une vidéo très troublante qui a été, je crois, brièvement en ligne sur un site d'information, sur des chaînes d'information, je crois, télévisées, hein, c'est ça, en Israël, et qui étaient des enfants qui chantaient un chant, des paroles d'une chanson très connue, patriotique en Israël, mais avec des nouvelles paroles qui, en fait, très clairement, parlaient d'extermination à Gaza. Alors, je crois qu'elle n'est pas restée longtemps en ligne. Ce que vous disiez, ce qui était intéressant, parce que justement, il y avait des gens qui avaient protesté, qui avaient dit qu'est-ce que c'est que ce truc, mais ce que vous disiez justement, c'est que c'était pas des Ben-Gvir ou des gens comme ça qui avaient mis en ligne la vidéo, c'était, on va dire, des publicitaires un peu centristes quoi, en Israël, juste après
le 7 octobre, et c'est un moment absolument troublant, voilà, qui évidemment mêle la candeur de la jeunesse chantant des chants génocidaires. Pourquoi cette scène, elle était pour vous importante? Est-ce que c'est même ça qui vous a... J'ai l'impression qu'elle est assez fondatrice dans le film. Et je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, enfin, tu dis que tu étais au Luxor, mais je ne t'ai pas vu là-bas. D'accord, non, je te crois. Non, c'est pas que je te crois pas, je dis juste qu'il y avait beaucoup de gens. Hein, c'est pas... Oui, tout à fait. C'est quelqu'un d'extrêmement crédible. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'était, je pense, 3, 4 et 5 jours après le 7 octobre, plus ou moins. Et je vais répondre à la question, je fais juste un petit détour, d'accord. Mais c'était quelques jours après le 7 octobre, et bon, enfin, je vous raconte juste comment je suis arrivé à cette chanson qui a été décrite, et au film qui a été un peu décrit. Et moi je suis israélien, mais j'habite à Paris depuis quelques années. Et j'ai eu un projet d'un film que j'étais en train d'écrire, et puis il y avait le 7 octobre qui m'a choqué. Je connais personnellement des gens qui ont été tués le 7 octobre. Et mon chef électricien, depuis toujours dans tous mes films, et son frère a été tué, son père qui avait 81, et qui, peu importe, mais qui m'a manifesté toute sa vie, chaque week-end, chaque samedi, tout seul, souvent face à la frontière avec Gaza, et contre le blocage, a été enlevé puis tué à la bande de Gaza. Et bon, j'étais choqué, et comme j'imagine que je n'étais pas le seul. Et je suis allé en Israël quelques jours après pour essayer de comprendre l'état des esprits. Et comme tu as dit, c'est à ce moment-là où j'ai compris que, bon, j'ai vu un pays en état de deuil, mais j'ai vu aussi un pays qui pouvait voir rien que sa propre souffrance. Et en écoutant les gens, vous avez cité auparavant toutes sortes de ministres israéliens, mais ça suffisait d'écouter les propos que tu entendais dans la rue, ou des gens avec qui je parlais. C'était assez évident de comprendre que cette fois-ci, ça va aller au pire, et que ça va aller que la tuerie aura une dimension sans précédent. Et les gens en Israël, ils pouvaient que... C'est-à-dire, quand tu marchais dans une rue centrale en Israël, tout ce que tu entendais, c'est des gens qui récitent à l'infini les événements du 7 octobre. Tu avais l'impression d'entendre une seule voix, c'est multiplié par 1000. Et en même temps, c'était déjà le début c'était, je pense, avant l'invasion sur les terrains, mais c'était déjà un plein bombardement aérien meurtrier à Gaza. Et oui, à ce moment-là, il y avait plusieurs initiatives d'artistes, c'est comme ça qu'ils se nomment de toute façon, d'artistes israéliens, que pour soulever la morale du peuple, ont écrit des chansons génocidaires. Et celle-là en fait partie, ouais. Avec des paroles assez choquantes, mais en même temps pas choquantes, parce que ça convenait beaucoup à ce que tu entendais partout.
Oui, c'est ça, c'est pas unique, c'est ça que vous dites. Oui, Ouais. oui. Et une de ces chansons était cette chanson-là. Tu fais comme ça. Je vais faire circuler la parole, vas-y. Ah, d'accord. Une de ces chansons était cette chanson-là où de jeunes enfants chantaient sur l'extermination de Gaza et l'extension de tous les gens là-bas, et plus rien vivra là-bas, etc. Et en même temps, comme j'ai dit, moi j'ai choisi cette chanson parce que je pensais que ce qui était fort, c'est l'idée. La chanson s'appelait la chanson de la génération de la victoire. Et l'idée était que les enfants israéliens se contenteront plus d'une petite victoire, mais qu'ils vont à l'opposé de leurs parents qui étaient trop miséricordieux, comme on dit. Ils vont aller jusqu'au bout pour l'extinction totale. Et en même temps, je pense que tu aurais pu entendre exactement les mêmes paroles dans n'importe quelle réunion du gouvernement israélien. Enfin, si j'étais là, j'aurais pu aussi composer une chanson parallèle. Naji, vous vouliez réagir et ensuite on va passer, on va entendre Rima Hassan. C'est effectivement quelque chose d'inquiétant si la nouvelle génération, elles vont continuer l'œuvre de leurs parents. Ça sera très inquiétant. Mais en réalité, je pense qu'il faut faire un petit rappel historique que toute colonisation de peuplement a été accompagnée par des génocides, partout et dans toutes les histoires. Qu'est-ce qui se passe actuellement à Gaza? C'est effectivement l'iceberg qu'on le voit, mais les racines de ces génocides, on a un chercheur palestinien qui s'appelle Saleh Abdejawad. Il a recensé, pendant la guerre de 1948, 64 massacres locaux commis par toutes les forces zionistes, y compris le Haganah, qui était l'armée officielle de l'agence juive. Voilà le crime. Le génocide à petite échelle, qu'est-ce qui s'est passé en 1948, et à grande échelle, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est une continuité. C'est la continuité d'un projet de colonisation, de peuplement qui nécessite effectivement l'évacuation des territoires de toutes ces populations, soit par les massacres, soit par la déportation. Et voilà la politique israélienne. Donc il s'agit d'un génocide continu. Comme il y a un Nakba continu, il y a un génocide continu avec des différentes échelles, avec des différentes intensités, mais la réalité, elle est là. Le projet génocidaire, c'est l'essence même du projet colonial zioniste. Voilà la vérité. Je voudrais juste, Alexis, parce que là, il nous reste une dizaine de minutes, donc on va entendre Rima Hassan, la vidéo fait 3 minutes, et ensuite on va parler de la silenciation des voix palestiniennes, du débat public, donc on va essayer d'aller vite. Mais juste, Alexis, vraiment quelques mots rapides, si possible, sur les plaintes que vous avez constituées là, qui visent certains binationaux qui sont engagés dans l'armée israélienne et engagés à Gaza, militairement, mais sachant qu'il y a beaucoup plus de personnes potentiellement derrière qui pourraient être aussi visées. Tout à fait. Alors, à la FIDH, on a cette conviction que la justice doit être la réponse pour lutter contre cette impunité. On pense tout de suite à la justice internationale à La Haye, la Cour pénale internationale, mais ce sont des enquêtes qui prennent des années. On oublie trop souvent que nos juridictions nationales, françaises, belges, italiennes, je prends ça parce que c'est là où on dépose des plaintes pour l'instant, ont des compétences aussi, des compétences extraterritoriales, quand les victimes ont la binationalité, par exemple franco-palestinienne, mais aussi, et c'est plus rare, quand les auteurs ont cette double nationalité. Et on a déposé la semaine dernière cette plainte contre des soldats de la Ghost Unit, c'est une unité de snipers. Et il y a 2 Français dans cette unité de snipers. Il y a un Belge, il y a un Italien, un Allemand, un Sud-Africain. On dépose des plaintes devant toutes ces juridictions nationales. Pourquoi? Parce qu'il est de notre responsabilité de juger nos ressortissants qui commettent des crimes à l'étranger et les crimes les plus graves. Vous preniez l'exemple sur les sanctions on aurait pu prendre les mêmes que par rapport à la Russie. Imaginons qu'il y ait un franco-russe qui s'engage dans l'armée de Poutine et qui va participer à l'agression militaire de l'Ukraine, l'invasion et commettre des crimes de guerre à Boutcha. Eh bien, je pense que le parquet national ouvrirait tout de suite une enquête pour pouvoir juger cette personne. Il faut qu'il en soit de même par rapport à Israël. Il n'y a pas d'exception Israël. Et alors, dans ce dossier, c'est quand même la première fois
où on a en direct sur nos téléphones portables, pratiquement depuis le début, la diffusion du génocide en direct. Parfois sur nos télévisions, de plus en plus. Au début, on ne montrait pas trop les images. Maintenant, de plus en plus, on le voit. Et ça aussi, ce sont des éléments de preuve pour déposer ces plaintes. Et la particularité de la plainte qu'on a déposée la semaine passée, c'est qu'elle repose sur le travail d'investigation d'un journaliste palestinien, Younis Tiraoui, qui a documenté, qui a investigué, qui a refait tout l'organigramme de l'unité, 21 soldats, qui a interviewé le sergent-chef, qui est un Américain, qui avoue face caméra la commission du crime, à savoir, il dit, et je le cite, on tue délibérément des civils sans défense à 1,2 km, on reçoit ces instructions et ces personnes qu'on tue ne se présentent aucunement une menace, ne sont pas armées. C'est la définition même du crime de guerre, ce qui permet en fait à la justice, et ici à la justice française, où il y a 2 soldats qui participent, et c'est une action collective de la Ghost Unit, eh bien, de juger rapidement, parce qu'on sait que le temps de la justice est un temps long. Alors qu'il y a l'urgence humanitaire, il faut évidemment une réponse politique, des sanctions pour un cessez-le-feu immédiat, mais il faut aussi juger. Comme avocat, on a déposé des plaintes. À l'époque, après Plomb-Durcy, pour ceux qui s'en souviennent, en 2009, il y a des dossiers qui ont été ouverts. La justice n'est jamais arrivée à des jugements. S'il y avait eu des condamnations pour Plomb-Durcy, 3500 morts à Gaza, l'horreur, eh bien, peut-être qu'il n'y aurait pas eu bordure protectrice et peut-être qu'il n'y aurait pas le génocide aujourd'hui. Et donc, c'est une responsabilité de nos juridictions nationales, en ce compris la française, de juger nos ressortissants qui participent au génocide, qui commettent des crimes de guerre à Gaza aujourd'hui. Et ça, avec la FIDH, et grâce aussi au travail de nos organisations membres qui collectent des preuves, on a une vingtaine de témoignages de victimes directes des snipers devant ces 2 hôpitaux à Khan Younis et à Gaza City, où effectivement ces snipers de la Ghost Unit tiraient sur des civils, tout simplement. Merci beaucoup. Alors, on va écouter maintenant, du coup, je dis ça pour la régie, on va écouter le message que l'eurodéputée Rima Hassan vous a adressé ce soir depuis Strasbourg. Question qu'elle voulait aborder, la question de la silenciation des voix palestiniennes, en partant de son exemple, en élargissant largement et commencer dans nos sociétés, évidemment, depuis plusieurs mois. Bonjour à toutes et à tous, Rima Hassan, donc députée européenne. Je vous fais cette vidéo depuis Strasbourg au Parlement européen où nous sommes cette semaine, donc je suis navrée de ne pas pouvoir être avec vous pour cet événement. S'agissant de la silenciation des voix palestiniennes, très brièvement le témoignage que je peux vous partager, je crois que cette question elle regroupe différents facteurs. 3, j'en identifie au moins 3. Le premier étant bien sûr le racisme anti-palestinien qui a fait l'objet de nombreuses études et qui est défini comme un racisme anti-indigène et les voix palestiniennes qui se présentent en tout cas comme telles sont souvent diabolisées, voire délégitimées. Donc pour ma part, ça a été sous toute la campagne qui consistait à me présenter comme une Syrienne et à me priver de mon origine palestinienne qui me permet également d'articuler beaucoup de choses y compris politiquement. Le deuxième point étant le deuxième facteur étant l'islamophobie mondiale qui est vraiment exacerbée ces dernières années avec la montée également de l'extrême droite qui convoque par ailleurs le concept de civilisation judéo-chrétienne pour cibler ou en tout cas faire des musulmans l'ennemi ou l'ennemi de l'intérieur dans différents pays, notamment en Occident. Et la cause palestinienne étant à tort, par essentialisation ou inculture ou ignorance, rattachée souvent à une cause religieuse. Et par essentialisation, on arrive à conclure que les musulmans ou les personnes issues de l'immigration de confession musulmane seraient d'office identifiés comme étant pro-palestiniens. Et donc, s'ensuit par ce biais-là une répression des voix pro-palestiniennes qui sont parfois rattachées justement à cette appartenance religieuse. Et enfin, le troisième facteur qui est le plus important, je crois que c'est la complicité et la passivité des États dans lesquels on se trouve au regard des crimes qui sont commis par Israël et la dénonciation que l'on fait du génocide là où il est tué ou silencié également par des États comme la France. Et donc toutes les voix qui s'élèvent politiquement pour dénoncer ce que fait Israël dans des États qui, eux, sont plutôt en soutien ou en appui, que ce soit militairement, culturellement, politiquement, diplomatiquement, du régime israélien,
vont se retourner contre leurs propres citoyens et même contre leurs propres députés, représentants politiques. Pour ma part, le statut des députés ne m'a pas protégée. J'ai pu avoir des discours visant à vouloir me déchoir de ma nationalité, des pétitions, des tribunes signées de centaines d'élus pour me lever mon immunité parlementaire, des plaintes contre moi pour apologie de terrorisme, antisémitisme ou contre l'utilisation du mot soulèvement que j'avais utilisé pour les mouvements étudiants. Donc on voit bien qu'il y a vraiment plusieurs facteurs qui tendent à presser les voix et les activités des Palestiniens ou des militants pro-palestiniens, notamment en Occident. Mais la bonne nouvelle, et je reprends les termes ici de Ronnie Broman qui a parlé de divorce entre les opinions et le gouvernement. La bonne nouvelle, c'est que je pense que nous avons gagné une bataille culturelle sur la question palestinienne. C'est le cas dans les mouvements étudiants, c'est le cas dans les mouvements disons militants et c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où l'opinion est très majoritairement favorable à cette cause. Il nous reste à gagner la bataille politique et donc à convaincre nos États de s'aligner sur le respect du droit international et de prendre en conséquence leurs responsabilités. Voilà, donc Rima Hassan depuis Strasbourg. Alors, je suis très transparent avec vous, il nous reste vraiment 5 minutes. Donc, ce sera le dernier tour de table, mais pour prendre ensemble finalement toutes les questions qu'elle pose, qu'on a déjà posées, la question de la silenciation des voix palestiniennes en tant que telles, la question de la déshumanisation des Palestiniens et la silenciation aussi et la répression des soutiens à la Palestine. Évidemment, il y a eu beaucoup d'occurrences ces derniers temps, mais quand même un mot là-dessus, elle l'ancre dans un contexte très particulier, Rima Hassan, notre contexte du moment. Qu'est-ce que vous avez à en dire là-dessus? La FIDH travaille là-dessus, INSAF, vous avez écrit dessus, Cyrielle, vous le vivez peut-être même au quotidien quand vous portez un certain nombre de propositions. Donc voilà, petit tour de table pour terminer. Alexis. Mais je pense qu'on porte atteinte à nos propres valeurs. La liberté d'expression, la liberté d'association, ce sont des droits fondamentaux, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est tout ce on s'est battu pendant des décennies pour ça. Et ici, à cette occasion-ci, on est en train de mettre tout ça sur le côté en disant « Ah non, pas pour cette cause-là ». Et ces responsables politiques qui prônent ça, cette criminalisation, le ministère de l'Intérieur notamment, ne se rend peut-être pas compte des conséquences à long terme sur la société. Nos enfants nous jugeront, la jeune génération dont parlait Rima Hassan va nous juger et juger cette classe politique-là, parce qu'on parlait de droit tout à l'heure, on peut se poser la question sur les auteurs, les co-auteurs, mais les complices. Et nos gouvernements sont complices jusque dans la répression des mouvements sociaux et de la restriction de l'espace civique ici en France. La Ligue des droits de l'homme en France a fait, avec la FIDH, un travail aussi pour voir par rapport à notamment les questions environnementales, les violences policières, les atteintes à l'état de droit, un rapport qui va sortir après l'été, parce que ces dernières années, en France, le droit de manifester est en danger. Et ça, c'est absolument incompréhensible, et vous m'auriez dit ça il y a quelques années, j'aurais dit non. Ouais. Chez nous, ce sont des droits acquis, ce qui montre qu'en matière de droits humains, un droit n'est jamais acquis. Merci. Cyrielle Châtelain, des élus y compris concernés, des syndicalistes, des universitaires, mais des élus y compris de votre parti. Oui, alors les premières victimes, ça reste quand même... Les premières victimes, c'est effectivement les syndicalistes et les voix palestiniennes. C'est notamment Urgence Palestine qui a été menacée de dissolution. Et là, on voit cet écart entre le gouvernement et la population. C'est les 250 000 signatures qui ont été réunies en quelques semaines en soutien à Urgence Palestine. Il y avait déjà eu un mouvement sur les soulèvements de la terre. Là, c'était encore plus nombreux. On a effectivement... Quasiment au même moment, Urgence Palestine et la jeune garde antifasciste, qui était intéressant par rapport au contexte dont vous parlez. Effectivement, on est en train de vivre une bascule assez effrénée quand même. Il y avait depuis 2022 quelque chose d'inquiétant. Là, depuis 2024, on est en train de voir pas à pas la question, effectivement, de l'utilisation de la question du crime d'apologie du terrorisme pour faire taire des politiques, des syndicalistes, des associatifs. On a une Assemblée nationale qui va de plus en plus loin, en tout cas dans une alliance bloc central extrême droite dans le reniement de ses droits, et on a l'instrument
d'instrumentalisation de l'État. On a parlé lorsqu'on était au téléphone, par exemple, du cas de Besançon. À Besançon, la maire a décidé sur le parvis, sur l'esplanade des droits de l'homme, de hisser à côté du drapeau ukrainien, du drapeau français, du drapeau européen, le drapeau palestinien. Bien, la préfecture a demandé le retrait du drapeau palestinien. Sur quoi la maire lui a demandé de revoir son avis. Et donc, il a fait un recours devant le tribunal et il a gagné. Il a gagné parce qu'on s'est fondé sur... le tribunal s'est fondé sur deux choses. Le préfet a gagné. Le préfet a gagné, pas la mairie. Si, voilà. C'est pas la mairie, c'était pas clair. Le préfet a gagné. La maire a dû l'enlever. Voilà, le préfet a gagné contre la mairie sur deux bases. On lui a dit c'est la démonstration d'une opinion politique et on lui a dit c'est la fin de la neutralité de l'État. Et là, ça devient inquiétant parce qu'en fait, quand on se souvient que oui, en fait, il y a des solidarités, et quand on dit liberté, égalité, fraternité, quand on parle de respect en fait, du droit humanitaire, du droit international, c'est des causes profondément ancrées dans les valeurs républicaines. Et c'est pour ça que sur nos mairies, on a bien souvent mis en soutien avec les Iraniennes femmes, vie, liberté. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on a le drapeau ukrainien au fronton de nos mairies. C'est pour ça qu'on avait aussi, le 7 octobre, illuminé la Tour Eiffel avec les couleurs du drapeau israélien. Eh bien, il y a quelque chose d'absolument incompréhensible quand on cible ce drapeau, qui est le drapeau palestinien, pour absolument empêcher toute démonstration de solidarité de manière extrêmement forte. Et je voulais finir par la question que vous avez posée. Quelle a été la réaction ? Ben oui, le drapeau était obligé d'être baissé. Mais la réaction de l'association France Solidarité Palestine avec la mairie a été de dire ce drapeau-là est baissé, eh bien faisons éclore des drapeaux dans toute la ville. Et ils ont appelé les habitants à mettre des drapeaux à leurs fenêtres. Et ça, ce que je peux vous dire, c'est que quand on est allié de la cause palestinienne, eh bien on ne nous silencera pas parce que je suis sûre que maintenant, aujourd'hui, à chaque fenêtre française, tout le monde est prêt à mettre un drapeau palestinien parce que le drame qui est en train de s'être passé ne peut pas être silencié. Merci. Allez, un mot très court si vous pouvez. Je suis désolé, Naji, Insaf. Je vais essayer de faire court, effectivement. C'est que c'est pas simple, j'en suis désolé, vraiment. C'est pas évident, mais je vais essayer. Effectivement, je sens, en étant palestinien, un changement véritable de l'opinion publique envers ce conflit colonial. Ça, c'est véritablement, je le sens, les voisins, le lieu de travail, partout. Il y a un vrai changement. Mais qu'est-ce que je regrette ? Effectivement, l'enfoncement des formations politiques françaises à gauche qui persiste toujours, que la question de l'État palestinien, la reconnaissance de la France de l'État palestinien selon les accords d'Oslo, ça veut dire 2 États, est la solution. En étant palestinien, je trouve qu'il se trompe absolument et que la rue française, quand elle manifeste en disant de la rivière à la mer, il est plus conscient des enjeux de ce conflit colonial plus que les forces politiques françaises à gauche pro-palestiniens. Bon, vous ouvrez encore une autre porte qu'on ne peut pas... Voilà, ça va faire quelques réactions négatives, c'est pas grave. Non, en tout cas, il y a un énorme débat, y compris dans plein d'espaces politiques. Insaf, juste parce que la déshumanisation, elle s'est passée aussi dans les médias, qu'on en parle quand même. C'est ce que vous avez étudié avec Thomas pour conclure encore une fois. Là aussi, c'est très frustrant, j'en suis désolé. Oui, en fait, on était juste parti d'un constat où on était appelés quotidiennement par des journalistes pour des plateaux, et à chaque fois, on leur disait en fait, non, il faut faire parler les Palestiniens, c'est eux les premiers concernés par la question, moi, je ne veux pas être leur porte-parole. Et ils me disaient, oui, mais les Palestiniens refusent, on essaye. Et donc, on a interrogé un certain nombre de chercheurs palestiniens. On était conscients du problème, d'où venait le problème, mais en fait, le problème, il était simple, c'était... on faisait parler les Palestiniens. La première question qu'on leur posait, c'était « Est-ce que vous condamnez le Hamas ?» Alors que, en tant que Palestiniens, leur vie, et je reprends la citation d'une des chercheuses palestiniennes qui a souhaité rester anonyme, qui me disait « Mais Insaf, qu'est-ce que d'autre que le projet sioniste qu'un projet qui dévore nos vies, nos corps et nos terres ?» Et donc elle me disait « Mais comment est-ce que je peux aller parler sur un plateau
dans un système médiatique qui a toujours tendu à opposer Palestiniens et Israéliens sur un plan d'égalité, en nous faisant comprendre qu'il fallait trouver une forme d'équilibre, donc il fallait parler après les prises de parole des porte-paroles d'une armée génocidaire, puis leur demander de condamner les groupes armés palestiniens alors même qu'eux voyaient leurs proches tous les jours se faire massacrer ou torturer, emprisonner, etc. Et donc, je dis dans cet article, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on ne peut pas faire reposer la responsabilité d'un système médiatique biaisé et partisan sur les épaules des Palestiniens en France, qui déjà luttent pour leur propre survie. Et dès lors qu'on parle de ça, il faut s'interroger, les médias doivent s'interroger sur comment est-ce qu'on réforme notre propre système avant d'espérer pouvoir faire venir des chercheurs palestiniens sur les plateaux. Et c'était ça. Et juste par rapport au drapeau, sur la décision du juge de faire retirer le drapeau palestinien, ce qui est assez incroyable, c'est que si vous lisez les demandes qui avaient été émises par des préfets ou autres sur le drapeau ukrainien, le juge disait on peut déroger au principe de neutralité pour des causes, pour quand il y a la solidarité internationale qui est en jeu. Et sur le drapeau ukrainien, les juges ont autorisé le maintien des drapeaux ukrainiens sur les frontons des mairies, pas pour les Palestiniens. Et c'est assez parlant en effet. Merci. Je finis le tour de table en disant, Nadav, que votre film, c'est le 17 septembre qu'il sort en salle. Est-ce que vous avez un mot à rajouter ? Et j'espère que le film parlera à ma place. Oui. Et il est très parlant. Voilà, je voudrais conclure. On va conclure juste avec, du coup, Yanis. Tu voulais dire un petit mot quand même. Alors vas-y, je te laisse. T'es à 1 minute 30, mais tu es expérimenté, tu sais le faire. Merci, bonsoir. Moi, ce que je voulais juste vous dire, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, j'ai passé une semaine dans les prisons israéliennes pour juste avoir voulu faire mon métier de journaliste, c'est-à-dire suivre des humanitaires qui voulaient se rendre à Gaza. Moi, ce que je voulais juste dire, Mathieu, et merci de me donner l'opportunité de parler, c'est la question de l'information en fait de ce qui se passe à Gaza. L'idée pour moi en tant que journaliste était bien sûr de suivre ces humanitaires, mais c'était aussi le petit espoir de pouvoir se rendre à Gaza là où il y a un blocus informationnel. Parce que depuis le 7 octobre, aucun journaliste extérieur n'est autorisé à rentrer dans Gaza, et ça c'est important de le dire. Donc Israël en fait bloque tous les moyens d'information qui puisse y avoir lieu sur le génocide en cours. Et le deuxième point que je voulais dire avec vous, moi j'ai passé une semaine en prison, c'était difficile, c'était long. Quand je me suis fait arrêter, il y a un soldat qui a pointé son arme sur moi et qui m'a demandé de baisser ma caméra où il allait tirer. Mais ce qui est important de dire, c'est que moi je l'ai vécu en tant que journaliste français. Et donc j'ai eu beaucoup de chance, je n'ai pas été violenté ni par l'armée israélienne, ni quand j'étais en prison. Mais Israël aujourd'hui est le pays qui tue le plus de journalistes, puisqu'ils ont tué plus de 200 journalistes palestiniens, et ils ont été visés parce qu'ils étaient journalistes palestiniens. Et pas seulement à Gaza, aussi en Cisjordanie avec, on l'a vu, Shirin Abu Akleh. Donc ce qui est très important de dire aussi, c'est qu'Israël, qui se targue d'être une démocratie, aujourd'hui opère toute une opération qui vise vraiment à couper tout moyen d'information sur ce qui se passe là-bas, sur la colonisation en cours et sur ce qui se passe aussi à Gaza. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Bravo, merci Yanis. Merci. Et alors, tu nous offres une transition parfaite, puisqu'on va accueillir pour conclure cette soirée la réalisatrice Sepideh Farsi. Je vous demande de l'accueillir.